Merci de nous avoir rejoints. Je voudrais rappeler que vous êtes économiste, vous êtes enseignant, professeur d'économie à Normal Sup, vous êtes le vice-président de l'école d'économie de Paris, et certains l'ont peut-être déjà lu. Vous avez déclenché le débat depuis quelques semaines avec votre dernier essai, voilà, Le monde est clos et le désir infini, paru chez Albin Michel. C'est poétique, c'est vous qui l'avez écrit, rédigé. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre d'abord, Daniel Cohen? D'abord, je voulais vous remercier. Je suis très heureux d'être invité à cette convention. L'économie sociale et solidaire est un domaine que je suis depuis de nombreuses années. Je dois dire grâce à l'un de ses pionniers, formidable ambassadeur, Claude Alfandéry, qui depuis plus de 30 ans me parle de ce sujet et m'a entraîné dans sa passion. Alors oui, ce livre, Le monde est clos et le désir infini, c'est une reprise d'un livre célèbre en philosophie des sciences, Du monde clos à l'univers infini, oui, qui avait été écrit par Alexandre Cohuret, dans lequel il essayait d'expliquer la formidable transition, rupture intellectuelle, crise de conscience aussi qu'avait connue l'Europe lorsque la révolution galiléenne, newtonienne, avait fait comprendre que le monde était à la fois infini, contrairement au monde aristotélicien qui était clos, et vide. Vide de quoi? Vide de toute présence divine. Et c'est de ce choc, de cette crise de conscience que devait naître un siècle plus tard, avec la révolution des Lumières, l'idée de progrès, de perfectibilité de la nature humaine, ici, sur Terre et maintenant. Et c'est cet hommage-là que je rends par ce titre à ce formidable ouvrage et à cette période de transition qui, je crois, fait écho à celle dans laquelle nous nous engageons aujourd'hui. Oui, et la métaphore, c'est notamment que la multitude d'entre nous devient infinie, ou presque, enfin on l'évoquera, et puis la planète, elle, c'est la planète, elle est close. Alors voilà. On peut nous faire rêver avec Mars, mais il y a une dimension physique. Alors, dans ce contexte, je voudrais d'emblée revenir au point clé, qui est le pivot de votre démonstration, de votre thèse, c'est la croissance. Et on nous dit, depuis des mois, au moins depuis janvier-mars, on nous a tout de suite alerté sur le fait que ça va repartir cette année, ça repart, et d'ailleurs la croissance serait là. Seulement, vous évertuez-vous à nous convaincre que la croissance version 30 glorieuse, c'est fini. Alors comment doit-on appréhender, même si on n'est pas tout à fait le meilleur élève en Europe, appréhender ce redémarrage actuel? Qu'est-ce qu'il faut en penser? D'abord, oui, la croissance, c'est le paramètre auquel tous les gouvernements sont suspendus. Pour filer cette métaphore avec la période du XVIIe siècle, c'est devenu notre religion, c'est la religion du monde moderne. Et quand elle disparaît, c'est comme une deuxième mort de Dieu. On ne sait plus à quel saint se vouer, pour filer pour la dernière fois ce parallélisme-là. Donc oui, tous les gouvernements, un peu comme des sorciers, lèvent les mains vers le ciel, qu'elles reviennent comme la pluie qu'on voulait faire tomber. Et il ne s'agit plus vraiment de croissance. On parle davantage de cycle. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans l'attente, non pas d'une reprise de la croissance, mais d'une reprise tout court. Donc ça, oui, bien sûr, il y a des booms, des cracks, des booms, des cracks, et en réalité, c'est bien une mission du gouvernement. C'est pour ça que je ne lui jette absolument pas la pierre. Je crois que c'est la mission centrale des gouvernements que de protéger les sociétés des aléas de la croissance. Ça, sur ce domaine-là, on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait depuis 30 ans. Il faut rester, on va dire, keynésien, c'est-à-dire avoir la capacité de lutter contre les cycles en menant des politiques contracycliques, ce que malheureusement un peu la conjoncture européenne nous a interdit de faire depuis 4-5 ans. Et ce gouvernement espère que la croissance revienne. On y a fait allusion tout à l'heure, parce que les taux d'intérêt sont bas, parce que le prix des matières premières a baissé à cause de la crise chinoise. On en dira un mot tout à l'heure. Tout ça favorise la reprise. Mais ça n'est pas la croissance au sens où on pouvait l'entendre, vous le disiez, pendant les 30 glorieux, c'est-à-dire la promesse d'une société tirée pour l'ensemble de ces acteurs par le haut, par une espèce de marche perpétuelle qui ferait rêver chaque fois, chaque décennie, à un avenir radieux. Pour ne donner qu'une statistique sur ces illusions de la croissance moderne, si on prend les États-Unis, qui dans un pays comme la France en Europe est très souvent donné en exemple de la société innovante, etc., qu'il faudrait qu'on accomplisse nous aussi avec nos Silicon Valley et autres choses de ce genre, qu'évidemment il faut essayer d'imiter dans la mesure du possible, si on peut, si on en a les moyens. Mais aux États-Unis, où la croissance a été plus forte qu'en France par habitant au cours des 30 dernières années, le revenu de 90% de la population américaine a stagné.
90% de la population américaine, des ménages américains, des ménages, c'est-à-dire en comptant le salaire de l'homme et de la femme, en sachant que les femmes ont travaillé davantage au cours de cette période, a stagné. Le revenu du ménage médian, c'est-à-dire celui de la classe moyenne, qui est au milieu de la distribution, a lui aussi stagné. Quand on réintègre les cotisations maladie, qui sont du salaire différé, d'une certaine manière qu'on l'inclut comme pouvoir d'achat, ça fait une croissance de 0,4% en moyenne depuis 30 ans. Donc voilà la réalité matérielle. Ça peut changer, on n'est jamais maître de l'avenir, mais voilà le monde dans lequel on est. Donc se raccrocher à la croissance comme une espèce de terre salvatrice, je pense que c'est une erreur. Il faut habiter ce monde et renoncer à ces chimères que un coup de moulinette comme ça nous ferait remettre dans un schéma de croissance comme en effet on l'a connu dans les 30 Glorieuses. Et alors, tout de même, en termes simplement quantitatifs, les chiffres qui nous sont donnés, même si la Chine semble avoir de grosses difficultés, il n'empêche que son taux de croissance est au minimum autour de 4-5. Bon, les BRIC, tous ces le Brésil, l'Inde, enfin tous ces pays émergents, eux-mêmes portent une croissance mondiale autour de 4-5. Bon, donc il y a tout de même une dynamique et elle redémarre en Europe, même si encore une fois, on sait que nous sommes un peu derrière, évidemment, les Britanniques ou les Allemands. Bon. Il y a tout de même donc une croissance. Quelle est sa vraie nature? Alors, il y a en effet un type de croissance à l'échelle de la planète aujourd'hui qui tient à la conjonction de plusieurs facteurs qui tirent dans en réalité, directions totalement contradictoires. D'abord, pour les pays émergents, on parlait des 30 Glorieuses tout à l'heure, c'est-à-dire une période au cours de laquelle, on va dire, les sociétés occidentales ont découvert les modes de vie urbains, nouveaux, modernes, avec des frigidaires, de la télévision, de l'électricité. Ça paraît très ancien, mais quand l'électricité est rentrée dans les foyers, ça a été une révolution tout à fait, évidemment, considérable, une bonne chose, on ne peut vraiment pas dire le contraire. Et cette entrée dans la société industrielle, dans l'urbanisation, qui est peut-être une meilleure façon de la caractériser, c'est ce que vivent aujourd'hui les pays émergents. Non sans difficulté, car la période, pour le coup, conjoncturelle, c'est que les pays émergents aujourd'hui sont en train de déraper sur un piège qui est que c'est facile, entre guillemets, de s'enrichir quand on est très pauvre parce qu'on peut exporter des produits low cost. Il y a une frontière, les économistes parlent de middle income trap, c'est-à-dire de piège de revenus intermédiaires dans lequel il faut passer du low cost à des produits plus sophistiqués. C'est une vraie conversion et peut-être que la Chine est en train de tomber dans ce piège. Elle n'arrivera peut-être pas aussi simplement qu'elle le croyait, comme l'ont fait en son temps Singapour, la Corée et encore avant le Japon, à franchir cette frontière. La dévaluation de la monnaie chinoise montre de cette incertitude par rapport à son propre modèle de croissance. Le Brésil est en récession, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer des côtés des pays émergents. Mais pour le dire simplement, oui, ils sont en train de connaître nos 30 Glorieuses, la société industrielle de nos parents, à condition évidemment qu'ils s'y ajustent. Le problème à ce niveau-là, c'est que l'industrialisation du monde n'est pas possible. Mais on sait que la planète ne suffirait pas à aligner le niveau de vie des Américains aujourd'hui au niveau de vie des Chinois et des pays qui sont en Asie en 2050. Il y a une contradiction dans les termes. On ne pourra passer ce mur qu'à condition que de nouvelles formes d'énergie renouvelables soient trouvées. Il y a un peu une course avec la mort de la vie telle qu'on la connaît dans la planète aujourd'hui. C'est l'enjeu de la COP21. Et donc tout ça ne va pas de soi en réalité. Mais il faut en effet faire la distinction entre ce processus de rattrapage et celui dans lequel nous, pays avancés, qui sommes déjà urbanisés, qui avons déjà des frigidaires, des voitures, etc., quel est pour nous, à la pointe, le type de croissance, entre guillemets, qui nous attend. C'est ça la question qui nous occupe ici. On va y venir, mais juste un point quand même. C'est-à-dire qu'au fond, vous nous dites clairement, il ne faut pas croire que ce que sont en train de vivre, d'ailleurs avec difficulté, et notamment avec cette nécessité de monter en qualité les pays émergents, va nous tirer comme ça, à nouveau, vers un renouveau pour reconnaître ça. Mais le fait de le dire déjà, on voit bien les difficultés des politiques à le dire. Est-ce que c'est pas anxiogène? C'est-à-dire qu'au fond, vous dites au contraire, ne pas le dire est anxiogène. Voilà. Ne pas finir par dire aux gens, trouver un autre mode de croissance, sinon on va en mourir. Voilà, en effet, c'est exactement ça. Est-ce qu'être pessimiste, c'est une vertu pédagogique ou est-ce que c'est anxiogène et désespérant? Moi, je ne suis pas
personnellement dépressif. Au contraire, donc je pense que ça a une vertu pédagogique. Enfin, on me dit ce livre est un peu sombre, monde éclos, tout ça. Bon, j'ai dit mais le désir est infini, donc tout va bien. Mais non, je crois que ça a une vertu pédagogique. Un de mes amis, Jean-Pierre Dupuis, avait écrit un livre pour un catastrophisme éclairé. Il vaut mieux annoncer la catastrophe en riant que d'annoncer des lendemains qui chantent en pleurant, quoi. On va aider pour les dire comme ça. Donc non, je crois qu'il faut être averti du fait que tout jouer sur la croissance, dire il faut retrouver 0,5 points de croissance en plus et se dire que pour y parvenir, il faut par exemple renoncer à tout ce qui fait le bien-être dans un pays comme la France, réduire les allocations, accroître l'insécurité qui est déjà le cancer, on le voit bien, qui ronge nos sociétés, pour retrouver un quart de point ou un demi-point de croissance en plus. Là, je pense que c'est faire une erreur de civilisation. Il vaut mieux se dire que la croissance a vocation à être plus faible, beaucoup plus faible qu'elle n'était peut-être évidemment durant les 30 Glorieuses, et voir ce que ça signifie de vivre avec ce filet plus petit, mais qui en réalité n'a presque plus rien à voir avec le progrès au sens des Lumières, au sens de Rousseau, l'amélioration du bien-être, du bien-vivre ensemble dans nos sociétés modernes. Il n'empêche qu'on attend quand même une capacité à se développer, et c'est tout l'enjeu de la journée aujourd'hui. Ouais. Autrement, comment alors? C'est quoi cet autre modèle de croissance que vous appelez de vos voeux? Alors, pour le dire vraiment d'une manière provocatrice, je pense que cet autre modèle de croissance, c'est déjà celui dans lequel on est, mais à condition de le reconnaître. Nous sommes en réalité déjà passés dans un nouveau mode de croissance. Nous sommes dans une société post-industrielle dont les traits n'ont de fait aucun rapport avec la société industrielle. Et je dirais que c'est faute de comprendre le monde dans lequel on est qu'on lui fait dire des âneries ou qu'on veut l'entraîner dans une direction qui n'est pas spontanément la sienne. C'est quoi le monde post-industriel aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle promet, la société post-industrielle, comme mode de progression? Pour le dire vraiment très, très, très rapidement, je crois qu'on peut faire trois silos qui comprennent ce dont il s'agit aujourd'hui, que de croître, de progresser. D'abord, on est dans une société, la société du numérique, qui, d'une certaine manière, vise à mieux gérer la société post-industrielle, servir en quelque sens, produire en quelque sorte un service après-vente de la société industrielle en réduisant ce que les économistes appellent ses externalités négatives. Prenons l'exemple du covoiturage que le numérique permet. Uber, à sa manière, permet de faire ça. C'est un peu du covoiturage en réalité. Il faut bien sûr qualifier tout ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup trop de voitures, il y a des encombrements massifs, dire les voitures sont plus belles qu'il y a 50 ans. C'est vrai, mais le plaisir de conduire, lui, ça n'est plus le même. Le plaisir de conduire en ville aujourd'hui, c'est d'être derrière une autre voiture, être dans les encombrements. Donc ça n'est pas vrai que la voiture est devenue, même si elles sont plus marrantes, numérisées, connectées, elles sont devenues un facteur de progrès supérieur à ce qu'elles pouvaient être il y a 30 ou 40 ans quand pouvait se balader dans les villes. Donc le numérique gère ses externalités. Un économiste particulièrement pessimiste dit, je prends l'avion souvent, un économiste s'appelle Robert Gordon, qui a une certaine notoriété en France aujourd'hui, bien méritée, parce que c'est un économiste très intéressant dont je m'inspire en partie seulement, dit, moi je fais Chicago-Paris, il vit à Chicago, je fais Chicago-Paris, et ça me prend exactement le même temps. La différence, c'est que ça consomme moins de kérosène, bah oui, parce qu'il y en a moins, parce qu'on en consomme trop, et ça fait moins de bruit, bah oui, parce qu'il y a tellement d'avions qu'il faut réduire ça. Donc il y a une première dimension de la société post-industrielle qui est le service après-vente de la société industrielle. La deuxième, c'est la santé. Chaque fois qu'on interroge des économistes ou des futurologues sur « alors, mais qu'est-ce que vous nous promettez ?» Bon, à part des voitures qui nous feront patienter dans les embouteillages, pour le dire vite. Qu'est-ce que vous nous promettez? À chaque fois, et c'est bien, on nous dit c'est la santé. On va trouver des technologies qui vont permettre de vivre plus longtemps, pour certains futurologues un peu fous, peut-être même connaître l'immortalité. La régénération des cellules. Les transhumanistes sont à fond là-dedans. Ce sont les transhumanistes qui nous disent en 2050-60, on pourra télécharger dans une clé USB la totalité de l'information qui est contenue
dans un cerveau humain, et 20 ans plus tard, la totalité de l'information contenue dans l'ensemble des cerveaux de l'humanité. Bon, là, on sera, en effet, dans l'âge, ce qu'ils appellent de la singularité, on sera dans un autre monde. Par parenthèse, télécharger l'information qui est contenue dans votre cerveau dans une clé USB, ça ne veut pas dire que vous allez vivre indéfiniment, parce que si vous écrivez, une métaphore que je pense est utile pour comprendre ce dont il s'agirait, si vous écrivez un livre dans lequel vous racontiez toute votre vie dans tous les détails et que quelqu'un d'autre le lisait, il connaîtrait tout ce que vous savez, mais vous ne survivriez pas dans le lecteur qui a acquis ces informations. Donc l'idée qu'on puisse transmettre votre info à quelqu'un, bon, n'est pas un signe d'immortalité. Mais enfin, passons. La santé, oui, c'est une espérance, mais elle est vécue le plus souvent comme un coût. Je donnais l'exemple du salarié médian américain, pas de croissance du pouvoir d'achat, 0,4 quand on réinclut les dépenses de santé, c'est vécu comme un coût pour des raisons strictement psychologiques. Aller dans un restaurant ou mieux se soigner, quelle est la différence de nature? Bon, c'est que dans un cas, vous rentrez dans le restaurant, vous payez, vous allez manger. La santé, on cotise pour beaucoup plus tard. Et peut-être on n'espère jamais, on espère tous mourir en bonne santé. Donc il y a quelque chose. Et puis le troisième, qui est peut-être le cœur, j'accélère. Le troisième point de cette société post-industrielle, c'est par définition, l'âge du numérique, c'est de l'interaction sociale. C'est on communique avec les autres, ça crée des communautés différentes que celles auxquelles on était habitué, même parfois planétaires, on a des réseaux sociaux. Et là, pour conclure, peut-être un peu pessimiste, il y a un piège derrière ce monde d'interaction sociale. On croit que c'est une société ouverte, on peut communiquer avec n'importe qui, je peux avoir un correspondant chinois, jouer aux échecs avec lui, c'est vrai, très bien, mais en pratique, on ne communique qu'avec ses pairs, avec des gens qu'on reconnaît comme ses pairs. Il n'y a pas beaucoup d'exogamie, il y a peut-être même une tendance à l'endogamie. Quand on cherche une information sur le net, c'est général une information, ça c'est un biais psychologique que les économistes connaissent bien, qui tend à confirmer vos a priori. Oui. Vous pensez que le 11 septembre n'a pas eu lieu, vous tapez le 11 septembre n'a pas eu lieu, vous allez trouver plusieurs millions de personnes qui pensent que le 11 septembre n'a pas eu lieu, que c'est un montage des télévisions, et vous allez appartenir à cette communauté. Donc on voit que le monde post-industriel qui nous attend, c'est un monde d'interaction sociale, c'est un monde où la santé compte, c'est un monde où on gère les externalités négatives. J'ai envie de dire, le nouveau modèle de croissance, c'est celui-là. Il est là. Mais il faut lui laisser la moyen de s'épanouir. Mais alors, bon, je ne sais pas si la façon dont je traduis plaira totalement à l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais au fond, quand je vous entends parler de régler les questions, ce que vous appelez les externalités négatives, mais finalement le recyclage, par exemple, l'économie circulaire, c'est une façon d'intégrer ça. Quand vous parlez du social et de la santé, mais on est au cœur de cette activité, avec l'aide aux personnes, et on va le voir dans les tables rondes suivantes, avec des exemples très concrets sur les nouvelles modalités liées au numérique, qui sont des progrès pour l'activité de ce secteur. Et puis quand vous nous parlez aussi, bien entendu, du numérique de façon générale, dans la capacité à créer du lien social, le lien social, c'est, au bon sens du terme, l'obsession, la mutualité, le sport, c'est des secteurs, on est à fond là-dedans. Donc au fond, vous êtes en train de nous dire, et c'était peut-être pas l'enjeu, mais c'est écrit dans votre livre, donc vous n'aviez pas écrit ce livre en pensant à cette convention. Mais on est dans les secteurs dont nous allons nous traiter aujourd'hui, par exemple, et dont nous traitons aujourd'hui. Mais bien sûr, ce n'est pas un hasard. Ça n'est pas un hasard. Je pense que si l'économie sociale et solidaire, tout d'un coup, se retrouve aussi bien centrée par rapport aux tendances de la société contemporaine, c'est parce que la société contemporaine elle-même tend progressivement, sans se l'avouer, sur un mode bancal, à s'arracher aux catégories du système marchand traditionnel. Le nouveau monde de la croissance à l'heure post-industrielle, chacun le sait, a du mal à rentrer dans les catégories marchandes classiques. Le numérique, c'est du gratuit. La santé, bon, ça reste dans une très large mesure, encore les hôpitaux, des choses comme ça. Et dès que ça devient strictement marchand, comme aux États-Unis, ça coûte en réalité beaucoup plus cher parce que bon, il y a beaucoup d'asymétrie d'information, comme disent les économistes, qui font que ça n'est pas bien géré. Le recyclage, les externalités sociales, au fond, la civilisation urbaine qui aujourd'hui doit passer à un nouvel âge, toutes ces choses sont mal prises en compte par la société marchande, même si bien entendu c'est à elle que s'associent la plupart des activités aujourd'hui. Donc je pense que ce n'est pas une coïncidence si l'économie sociale et solidaire, qui cherche un modèle
qui ne soit pas en dehors du marchand, mais qui ne soit pas soumis à ces règles les plus strictes de rentabilité immédiate, etc., eh bien, se retrouve au cœur de cette évolution. En conclusion, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui vous écoutent là aujourd'hui et qui se disent où est-ce que je peux chercher des capacités de nouveaux modèles, des supplémentaires, d'une part, et d'autre part, dans un contexte où l'État-providence a les difficultés qu'on connaît, et il est parfois à l'origine du financement de certains aspects de l'économie sociale et solidaire. Et donc, comment le reconstruire ou le doper, cet État-providence tel qu'on l'a imaginé ici? Moi, je pense qu'il faut en effet le remettre à plat. Nous vivons dans un monde où le numérique tente à devenir une menace, en partie pour les raisons qu'on a dites. Il ne colle pas avec le secteur marchand stricto sensu, il marche à la gratuité, donc il tend à créer souvent des crises et des faillites. Le numérique tente aujourd'hui, par la puissance des logiciels, à détruire, au sens presque schumpeterien du terme, des emplois dans des proportions considérables, des emplois qui sont d'ailleurs souvent au milieu de la distribution des revenus. C'est pour ça que la classe moyenne américaine ne progresse pas. Les emplois qui sont menacés sont dans les banques, dans les assurances, dans les grandes administrations publiques et privées. Donc tout ça crée une insécurité qui gâche, si je puis dire, les promesses de la société post-industrielle, qui gâche les promesses, parce qu'une société qui fonctionne à l'insécurité, c'est une société qui ne peut pas être heureuse, qui ne peut pas être tolérante, qui ne peut pas être épanouie. Donc ce nouvel État-providence, il doit nous aider à repenser ce rapport à l'insécurité des gens au cours de leur cycle de vie professionnelle. Alors on dira ça coûte déjà très cher, bon qu'est-ce que ça peut faire, mais disons oui, peut-être qu'il y a des arbitrages à faire. Moi je donne souvent des exemples qui remettent un peu en perspective combien de ressources on dépense. On dépense 100 milliards pour la politique familiale, on dépense 30 milliards pour l'enseignement supérieur. La formation professionnelle coûte autant que l'enseignement supérieur. Est-ce qu'avec toutes ces ressources, on ne peut pas faire mieux, faire que la formation professionnelle profite davantage à ceux qui sont en difficulté, aux chômeurs qui, on le sait, en profitent très peu, disproportionnellement moins qu'ils ne devraient, je crois. Je parle parfois du modèle danois. Les Danois dépensent sur leurs chômeurs 2 fois plus que nous. Ils ont 2 fois moins de chômeurs. Donc ça veut dire qu'ils dépensent par chômeur 4 fois plus que nous. Donc il y a beaucoup de choses auxquelles il faut repenser. Il faudrait que l'État-providence devienne un véritable amortisseur de crise. Il a été pensé après-guerre pour protéger les travailleurs des situations de non-emploi au sens d'inactivité comme les congés de maternité, la retraite, la maladie. Très bien, il faut bien sûr protéger tout ça, mais il faut comprendre que le cœur du problème aujourd'hui, il est autant, je dirais presque davantage, dans les passages au cours de la vie professionnelle d'un emploi à un autre. C'est tout ça que l'État-providence et l'économie sociale et solidaire doivent prendre en charge, parce que le secteur traditionnel, classique, notre État-providence comme il fonctionne aujourd'hui, n'y suffit pas à soi tout seul. Mais je ne veux pas plomber l'ambiance de cette journée qui se veut positive, mais vous avez écrit tout de même quelque part, ou répondu, peut-être, je crois que c'est dans une interview au Nouvel Obs à l'Obs que je vous ai lu dire ça, donc je ne sais pas tout à fait si c'est dans le livre, mais vous dites tout de même notre monde occidental et industriel est voué à la colère et à la violence si on ne réalise pas tout ça. Alors vous dites que vous êtes pessimiste, vous pensez que nos capacités, ce sera ma dernière question, à mettre tout ça en œuvre sont de quelle nature? Elles sont réelles ou vous y croyez? Mais bien sûr, elles sont réelles. On est une société prospère, on est une société urbanisée, on dispose de toutes les ressources nécessaires à condition qu'on reprenne le sens des priorités. Les Lumières annoncent un monde de progrès, mais au sens moral, au sens politique. Et c'est la croissance industrielle qui va lui donner corps. La croissance industrielle, elle était nécessaire à une époque où la révolution industrielle a fait entrer les ouvriers dans des usines dans lesquelles ils étaient soumis à un régime quasi dictatorial. Le travail à la chaîne, c'était tout sauf un épanouissement au sens où les Lumières l'entendaient. Je crois qu'il est possible aujourd'hui, même si malheureusement à cause de cette insécurité on n'en prend pas immédiatement la direction, de renouer avec cet idéal des Lumières. L'autorité qui était la valeur maîtresse cardinale de l'ancienne société industrielle peut laisser place à des valeurs beaucoup plus positives, la créativité, l'autonomie. Le numérique, sa promesse est de donner de l'autonomie aux travailleurs. Elle est bridée aujourd'hui, à la fois par l'organisation du travail qui reste très classique et parce que l'insécurité, encore une fois, ronge les sociétés. Donc oui, si on ne prend pas la mesure de cette demande sociale et de prendre surtout la mesure du fait qu'elle n'est pas à reculons, qu'elle n'est pas orthogonale, mais qu'elle va bien dans le sens de l'histoire actuelle, alors je crois, oui, qu'on peut être optimiste. Merci Daniel Cohen. Le monde est clos et le désir est infini. Daniel Cohen.